Merci donc professeur Benhamoud. Je vais vous parler donc de l'anatomie fonctionnelle du noyau gris centraux. Comme introduction, les noyaux gris centraux sont un ensemble de structures nerveuses qui sont enfoncées profondément sous le cortex et qui sont interconnectées entre eux. Ils sont aussi appelés ganglions de la base, basal ganglia. Ils sont constitués par des noyaux pairs interconnectés au niveau télencéphalique, au niveau des hémisphères cérébraux et diencéphaliques. Ils sont intégrés dans des boucles cortico-sous-corticales. Ce sont le noyau codé, le putamen, le globus pallidus ou bien le putamen et le thalamus. Le thalamus, il y a certains auteurs qui l'incluent parmi les ganglions de la base, d'autres les individualisent, vu l'importance surtout des connexions et vu l'importance de ce rôle, de cette structure anatomique. En plus de ces trois ou bien ces quatre structures, on va trouver deux autres structures qui sont liées fonctionnellement, qui sont situées dans le télencéphale. La première structure, c'est le noyau sous-thalamique. Vous le voyez à ce niveau-là. Donc, il est situé sous le thalamus, dans le diencéphale, appelé aussi corps de Lewis. Et la deuxième structure, c'est la substance noire, qu'on appelle aussi le locus niger, qui est situé dans le mésencéphale. Et vous voyez sur cette coupe-là, une coupe anatomique de mésencéphale. Ça, c'est l'antérieur, ça, c'est le postérieur. Et c'est à ce niveau-là qu'on va trouver le locus niger ou bien la substance noire, qu'on va la détailler tout à l'heure. Alors, on va commencer par une anatomie descriptive. On va commencer par le noyau codé. Ce noyau, il a la forme de fer à cheval. Il s'enroule tout autour du thalamus. Sa partie antérieure va former ce qu'on appelle la tête. Puis, lui succède le corps qui est prolongé dans le lobe temporal. Puis, ça va finir par la queue qui est effilée. Sur ce schéma-là, donc, vous voyez la totalité du noyau codé, la tête antérieure, le corps. Donc, il va s'enrouler d'avant en arrière, tout autour du thalamus. Et puis, la partie postérieure, c'est la queue qui va finir au niveau du lobe temporal. Alors, ce noyau codé, il est satellite d'une cavité ventriculaire, c'est la cavité ventriculaire latérale. Et dans le prolongement de la queue du noyau codé, va se trouver le noyau amygdalien qui est connecté au rhinencéphale. Alors, sur cette image-là, donc c'est une vue qui est latérale, droite de l'encéphale. Vous voyez, donc ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière. Donc, vous voyez, toute cette structure-là, c'est le noyau codé avec la tête, le corps, la queue, qui va se finir par le noyau amygdalien. Il s'entoure tout autour du thalamus et il est satellite à cette structure anatomique qui est les ventricules latéraux. Alors, on va passer à la deuxième structure, c'est le noyau lenticulaire. Le noyau lenticulaire, ou bien le noyau lentiforme, il est séparé du thalamus par la capsule interne. Il est triangulaire à la coupe. Donc, dans son tiers externe, on trouve le putamen qui est d'origine télencéphalique. Il est séparé d'une lame de la substance blanche qu'on appelle la lame médulaire latérale, d'une deuxième structure qui est le pallidium, qui est d'origine diencéphalique. Et lui-même, il est divisé en deux structures par une autre structure anatomique qu'on appelle la lame médulaire interne. Ce pallidium, donc, il doit son nom à une coloration plus pâle qui est liée à une densité neuronale inférieure à celle du putamen. Le pallidium, donc, comme je vous ai dit, il est subdivisé lui-même en deux structures, le pallidium interne et le pallidium externe, par la lame médulaire médiale. Donc, sur cette coupe donc, coronale, sur cette coupe frontale, donc on a coupé dans ce sens-là, vous observez donc, ça c'est le cortex, la substance blanche, et puis on a le noyau codé à ce niveau-là. Tout ça c'est le thalamus. Tout ça, c'est le noyau lenticulaire qui est triangulaire. La partie externe, donc, c'est le putamen qui est séparé d'une autre structure qui est le pallidium par la lame médulaire externe. Le pallidium lui-même, il est subdivisé en deux structures. La structure externe, c'est le pallidium externe. La structure interne, c'est le pallidium interne qui se sont séparés par la lame médulaire médiale. Alors, juste en bas, on va trouver le noyau sous-thalamique.
sous-thalamique, plus en bas, on va trouver la substance noire. Alors, sur cette coupe, donc, sur cette vue 3D, je l'ai mis exprès pour pouvoir imaginer donc, la présentation de ces structures dans l'espace. Donc, c'est une vue barreau, c'est une vue supérieure. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, ça, c'est les ventricules latéraux. Puis, cette structure qui s'enroule tout autour, donc, qui adhère aux ventricules latéraux, c'est le noyau codé. Puis on va trouver donc, cette structure triangulaire en vert, c'est le noyau lenticulaire. Et vous voyez comment le noyau lenticulaire il est connecté au noyau codé. Donc là, c'est le thalamus. Alors, on va passer au striatum qui comprend plusieurs parties. La première partie, c'est l'archéostriatum, c'est le plus ancien. Il est représenté par le complexe amygdalien. Il est situé en avant de l'hippocampe, à la face interne du lobe temporal. Il fait partie du système limbique. Le paléostriatum, il comprend le palladium ou bien le globulus pallidus interne et externe. Et le néostriatum, il comprend le noyau codé et le putamen. L'ensemble paléostriatum et néostriatum forment ce qu'on appelle le noyau strié. Donc, le néostriatum, c'est cette structure qui est représentée à ce niveau-là en mauve. Vous reconnaissez la structure verte, c'est le palladium, et la structure rouge, c'est le thalamus. Donc, noyau codé plus putamen, c'est le néostriatum. Alors, la quatrième structure, c'est le noyau sous-thalamique. Donc, encore, on l'appelle le col de Lewis. Et comme son nom l'indique, il est situé sous le thalamus, au-dessus de mésencéphale. Donc, à ce niveau-là, vous reconnaissez cette structure, c'est le mésencéphale. Et le noyau thalamique, c'est cette structure qui est en rouge, qui a la forme d'une lentille biconvexe, qui est de petite taille et qui est située sous le thalamus. On reconnaît donc le striatum, le noyau codé à ce niveau-là, puis le putamen et le globus pallidus. Juste au-dessous de ce noyau sous-thalamique, on reconnaît la substance noire qu'on va la détailler tout à l'heure. Alors, le locus niger ou bien la substance noire, c'est un noyau mésencéphalique qui contrôle le néostriatum. Il forme la limite entre en avant le pied de mésencéphale et le tegmentum mésencéphalique en arrière. Bien qu'il ne faisait pas proprement parler partie des ganglions de la base, il leur est souvent associé. On va voir tout à l'heure, il participe dans le contrôle de l'activité de néostriatum. Alors, ce locus niger, il comprend deux parties. Il y a la partie compacte qui contient des neurones dopaminergiques au niveau desquels est colocalisée la neuromélanine, naturellement pigmentée, donc ça le doit à sa coloration noirâtre. Et la deuxième partie, c'est la partie réticulaire qui contient des neurones GABAergiques. Cette région, elle partage les mêmes caractéristiques que le globus pallidus interne. Alors, sur cette coupe de mésencéphale, donc ça c'est l'arrière et ça c'est l'avant. Donc, toute cette structure-là, c'est la substance noire, c'est le locus niger. Et vous voyez donc qu'elle est divisée de deux parties. Une partie donc, qui est plus foncée à cause de cette mélanine, c'est la substance noire partie compacte. Puis, plus en extérieur, on va retrouver la substance noire, la partie réticulée. Alors, le thalamus, ce fameux thalamus, c'est le constituant principal de diencéphale. Il est divisé en plusieurs noyaux. Je vais citer le noyau antérieur, le noyau médio-dorsal, le noyau centromédian, le pulvinar, les noyaux ventraux, le métathalamus et les noyaux réticulaires. En fait, j'ai choisi trois noyaux et vous allez voir pourquoi j'ai choisi ces trois noyaux vu leur implication dans ces circuits qui contrôlent les ganglions de la base. Donc, je vais vous parler du noyau centromédian. C'est le plus volumineux des noyaux intralaminaires. Il est connecté réciproquement avec le cortex moteur, plus précisément avec l'R4 de Broman. Il reçoit également des afférences du globus pallidus. Il se projette sur le striatum et sur le néocortex. À côté de ce noyau, on va trouver le noyau ventral antérieur et je pense qu'au cours de cette journée et de la deuxième journée, vous allez entendre beaucoup parler de ce noyau-là. Il est alimenté par le globus pallidus et la substance noire. Il se projette de manière diffuse sur le cortex préfrontal et orbitaire ainsi que le cortex prémoteur. Alors, troisième noyau, c'est le noyau ventrolatéral qui a des afférences issues du cervelet, du globus pallidus et de la substance noire. Il se projette sur le cortex moteur et sur le cortex moteur supplémentaire.
Donc sur cette coupe, donc, on voit en vue 3D l'ensemble des noyaux gris centraux. Donc vous reconnaissez le noyau codé, puis cette structure rouge, le thalamus. Sous le thalamus, il y a le noyau sous-thalamique et cette substance qui est colorée en mauve, c'est la substance gris, c'est le locus légère ou bien la substance noire. Alors j'ai mis deux coupes qu'on le voit de façon quotidienne dans notre pratique. J'ai mis les coupes coronales, donc c'est une coupe du cerveau, et à ce niveau on identifie les noyaux gris centraux. Vous voyez donc c'est la tête du noyau codé et c'est le putamen. L'ensemble va former le striatum. Toute cette structure là c'est le noyau lenticulaire avec donc le palladium en interne et le putamen en externe. Puis on a le thalamus, le noyau sous-thalamique et la substance grise. Alors de la même façon, j'ai mis aussi une coupe axiale, qu'on le voit donc dans les techniques d'imagerie. On identifie donc la tête du noyau codé. Le noyau lenticulaire ici, il est bien dessiné, les structures donc triangulaires. Le noyau aussi, le noyau, ce volumineux noyau, c'est le noyau thalamique. Donc après avoir vu l'anatomie descriptive, on va passer à la neuroanatomie fonctionnelle. Donc ces noyaux gris centraux, ils contribuent à la préparation, au déroulement et à l'automatisation du mouvement. Ils vont influencer l'origine corticale des voies descendantes, principalement donc les voies ou bien le syndrome pyramidal, le faisceau pyramidal. Leur lésion va entraîner des symptômes qui concernent la régulation du tonus et de la motricité. Ils sont aussi susceptibles d'agir comme un filtre pour bloquer la réalisation du mouvement lorsque ceux-ci sont inadaptés. Il y a plusieurs circuits qui impliquent les ganglions de la base, mais ces ganglions n'ont pas uniquement un effet moteur ou bien un rôle moteur, ils sont impliqués aussi bien dans la mémorisation et dans le traitement du processus cognitif et émotif. Je ne vais pas vous parler aujourd'hui de ces circuits qui interviennent dans ces fonctions parce que c'est plus compliqué et ça demande beaucoup de temps. J'ai choisi de vous parler uniquement des circuits qui vont intervenir sur le plan moteur. Donc les ganglions de la base semblent jouer un rôle beaucoup plus large, en plus donc de la régulation de la motricité, en plus de la régulation de la motricité. Alors les afférences, le noyau codé et le putamen constituent la zone de réception car ils reçoivent la majorité des afférences des ganglions de la base. Les afférences, ils vont provenir de plusieurs structures, ils vont provenir du cortex, du tronc cérébral et du thalamus. Alors les circuits, le striatum et le noyau sous-thalamique, ce sont des structures d'entrée de ces boucles. Le globus pallidus externe, c'est un élément intégrateur central. Le globus pallidus interne et la substance noire constituent des structures de sortie. Et la substance noire, c'est un élément régulateur. En fait, le striatum, donc, il projette des neurones. Il y a des projections aussi bien sur le globulus pallidus interne que sur la partie réticulaire du locus légère. Ces neurones sont GABAergiques et ce neostriatum ne présente pas une activité spontanée. On va voir quand est-ce que ce striatum est stimulé. Alors pour le thalamus, il fournit des projections excitatrices au niveau cortical, principalement au niveau de l'aire motrice supplémentaire. Il envoie donc des projections excitatrices importantes sur le cortex cérébral et on voit au passage des projections sur les noyaux gris centraux. Là, le thalamus, il présente de façon spontanée une activité qui a une action excitatrice sur le cortex frontal et particulièrement sur l'aire motrice supplémentaire. En fait, qu'est-ce qui se passe? Donc, il existe dans ce globus pallidus interne une activité tonique qui est inhibitrice, qui est dirigée vers le thalamus moteur, qui va freiner l'action des neurones thalamo-corticaux qui sont excitateurs, ce qui va entraîner ou bien va entraver l'expression motrice. Donc, on a une inhibition du thalamus. Cette action excitatrice sur le cortex va être inhibée, ce qui va entraver l'expression motrice.
En fait, cette inhibition motrice, elle peut être levée par le striatum. Donc, le striatum, il va inhiber le palladium. Le palladium, donc, l'action du palladium sur cette action excitatrice va être par la suite inhibée. Donc, il va avoir un levé d'inhibition au niveau de cette voie thalamo-corticale. Cette désinhibition, elle est obtenue sous l'influence d'afférence corticale excitatrice glutamergique qui se projette sur le striatum. Donc, une fois ce cortex va stimuler le striatum, donc cette action-là, elle va être inhibée. Donc, elle va permettre de libérer de façon très sélective des circuits moteurs spécifiques en réponse à des stimuli environnementaux particuliers. Donc, elle va permettre de focaliser l'activité corticale en sélectionnant au sein d'une activité diffuse les influx corticaux adaptés au contexte. Ce processus de sélection motrice, en fait, il est soumis à la régulation de la substance noire, donc dans sa partie compacta du locus niger. Et le but, c'est la modalité finale, c'est l'action donc via les voies descendantes et principalement le tractus corticobulbaire et le tractus corticospinal qui va agir sur le tronc cérébral et la moelle. Alors, ce circuit principal, c'est la voie directe. C'est un circuit cortico-striato-pallido-thalamo-cortical qui joue un rôle important dans l'initiation et le déroulement normal des programmes moteurs. Cette voie directe, elle va aboutir à inhiber le thalamus, à désinhiber le thalamus quand elle est mise en jeu. Alors, une fois le thalamus est désinhibé, ça va renforcer l'activité corticale. En plus de cette voie directe, il existe une autre voie qu'on appelle voie indirecte. En fait, là, ça implique le noyau sous-thalamique et cette voie, donc, elle va désinhiber le noyau sous-thalamique quand elle est activée. Ce noyau sous-thalamique, il va renforcer l'inhibition du thalamus par le globus pallidus interne. Une fois, donc, le thalamus, il est inhibé, cette action excitatrice sur l'air supplémentaire, elle va être supprimée et cela va réduire l'activité thalamo-corticale. En fait, selon les récepteurs sur lesquels se projette, le locus niger a globalement comme action un renforcement de l'activité corticale à travers les noyaux gris centraux. Le locus niger, il va activer la voie directe, donc il va faciliter cette activité motrice, et il va inhiber la voie indirecte, donc la voie indirecte qui permet une inhibition de l'activité motrice. Donc ça va favoriser, ça va renforcer l'activité motrice. Donc la dopamine, elle joue un rôle crucial dans la mise en place du maintien d'un équilibre entre ces deux voies, entre la voie directe et la voie indirecte, et donc entre l'inhibition et l'activation du thalamus. L'importance de la dopamine est bien illustrée par la maladie de Parkinson. Et en fait, qu'est-ce qu'on observe au cours de cette maladie? Il y a une dénervation dopaminergique qui aboutit à un manque d'activation de la voie directe et à une suractivation de la voie indirecte. Ce déséquilibre va se traduire par une inhibition excessive du thalamus et du cortex, ce qui va entraîner une perte progressive des fonctions motrices. Alors, je vous ai mis là l'ensemble des deux voies, la voie directe et la voie indirecte. Et vous voyez que la résultante, ça va être les voies descendantes, à savoir la voie pyramidale et les voies extra-pyramidales, mais aussi le rôle du cervelet. Là aussi, dans ces voies-là, il est important. Je n'ai pas détaillé donc, dans ce topo le rôle du cervelet. Je me suis focalisée surtout sur ces deux voies. Donc, pour résumer, les ganglions de la base, ils sont impliqués dans une boucle complexe qui les lie aux différentes aires corticales. L'information en provenance des aires frontales, préfrontales du cortex, elle va traverser les ganglions de la base. Elles vont retourner à l'aire motrice supplémentaire via le thalamus. Ainsi, les ganglions de la base, ils vont exercer une action facilitatrice sur le mouvement en focalisant les informations en provenance des différentes régions corticales sur l'aire motrice supplémentaire. Alors, quelques exemples de pathologie. J'ai mis là donc la maladie de Parkinson où on a une lésion de locus niger. Cette lésion de locus niger va entraîner une baisse de l'activité du noyau ventrolatéral du thalamus. Donc, elle va entraîner une baisse de l'activité motrice.
Le balisme, il est en rapport avec l'atteinte du noyau isothalamique. Et la chorée, elle touche principalement le néostriatum, particulièrement le noyau caudé. Alors, en dernière partie, donc, j'ai choisi de vous parler de la vascularisation artérielle des noyaux gris centraux, puisque j'ai vu dans le programme qu'on va voir les mouvements en rapport avec l'accident vasculaire cérébral. Alors, le noyau caudé, donc les différentes parties, chaque partie elle est vascularisée par une structure. Pour la tête du noyau caudé, elle est vascularisée dans sa partie antéro-inférieure par l'artère striée antérieure ou bien l'artère récurrente de Hübner qui est issue de l'artère cérébrale antérieure. Dans sa partie supérieure, ce sont plutôt les artères centrales, antérolatérales ou bien les artères lenticulostriées qui sont issues de l'artère cérébrale moyenne. Donc vous voyez à ce niveau-là. Donc là, on a l'artère cérébrale antérieure, et là, c'est l'artère récurrente de Hübner, et là, c'est l'artère cérébrale moyenne et les artères lenticulo-striées. Alors, le corps du noyau caudé, il reçoit sa vascularisation des artères lenticulo-striées et à minima, donc des artères centrales antéromédiales nées de l'artère cérébrale antérieure. Pour la queue, elle est vascularisée par l'artère choroïdienne antérieure. Alors, sur ce schéma, vous voyez, donc, on va récapituler. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a l'artère choroïdienne antérieure, donc pour la tête, et on a l'artère cérébrale moyenne qui va donner les artères lenticulo-striées, et on a donc l'artère cérébrale antérieure qui va donner l'artère de la tête de caudé, cette fameuse artère de Hübner. Alors, pour le noyau lenticulé, donc, il est vascularisé par l'artère perforante lenticulo-striée qui prend en charge la plus grande partie du noyau lenticulaire. Le globus pallidus, il est vascularisé par les artères centrales antéromédiales et sa partie interne, elle est prise en charge par les branches perforantes de l'artère choroïdienne antérieure. La moitié antérieure du putamen, elle est vascularisée par l'artère récurrente de Hübner. Pour le thalamus, il y a 3 structures qui vascularisent cette structure-là. Il y a l'artère cérébrale postérieure qui donne des artères thalamo-perforées et les artères thalamo-géniculées. Il y a l'artère communicante postérieure. Il y a aussi l'artère choroïdienne postérieure. Donc, j'ai résumé à peu près là les territoires vasculaires des noyaux gris centraux. Donc, à ce niveau-là, en objectif, l'artère cérébrale postérieure. Là, ce sont plutôt en hachuré, en horizontal, c'est les artères lenticulo-striatales, ces branches de l'artère donc cérébrale moyenne. Et puis, ce qui est en vertical, ce sont donc les artères striatales médiales qui sont branches de l'artère et l'artère donc de Hübner qui sont branches de l'artère cérébrale antérieure. Voilà, je vous remercie.